Bonjour tout le monde, on va pas tarder à commencer. N'hésitez pas à vous rapprocher vers l'avant. Ça ne mord pas, il n'y a pas de piège sur les chaises. Donc bonjour à tous. L'idée c'est de faire alors on dit une conférence, on va plutôt faire une table ronde et d'échange sur le sujet de la localisation de jeux. J'utilise le terme principalement localisation pour éviter de parler de traduction. L'idée, c'est d'aller au-delà du terme technique et de parler un petit peu de ces problèmes de localisation de jeu, justement, on va le dire comme ça. Juste pendant la conférence et avant de vous présenter les trois intervenants, sachez qu'il y a Bernard qui est là avec un micro. Donc n'hésitez pas à... C'était pas français ce que je viens de dire là. N'hésitez pas à lever la main à tout moment. On peut s'interrompre, on peut échanger. L'idée, c'est vraiment être dans l'échange et dans la discussion tous ensemble. Ça permettra aussi peut-être à faire baisser le stress de certaines personnes en bout de table. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'échange et la discussion. L'idée, c'est pas être dans un cours magistral. Et ben justement, on va en parler par le premier. Donc, je vais vous laisser vous présenter les uns les autres. Tu veux commencer ou on laisse Mathieu ? Donc, Mathieu, je te laisse commencer. Bonjour, moi c'est Mathieu. Vous me connaissez peut-être de visu parce que je travaille pour Ludovox et je fais des vidéos pour Ludovox. Mais en fait, c'est pas mon corps de métier, bizarrement. Je suis formé pour la traduction depuis assez longtemps et je traduis notamment des jeux. Bonjour, moi c'est Antoine Prono. Avant j'ai commencé comme éditeur. Je travaillais chez Days of Wonder à partir de 2008 jusqu'à 2016 et après j'ai créé mon activité de traducteur indépendant. Aujourd'hui, je fais plus que du jeu de société, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant c'est aussi mon cœur de métier. Bonjour, moi c'est Nello, ça fait 2 ans maintenant que je travaille pour Lucky Duck Games et avant j'étais pendant 9 ans et demi chez Edge Studio et encore avant Edge Entertainment en tant que traductrice, chef de projet et responsable éditorial aujourd'hui chez Lucky Duck. Peut-être pour commencer, l'idée c'est que, c'est un peu notre fil rouge depuis le début du salon, on parle beaucoup d'évolution du marché du jeu depuis une vingtaine d'années. Peut-être qu'en quelques mots, on pourrait peut-être parler aussi de l'évolution de votre métier entre il y a 20 ans et maintenant. Après, on rentrera dans l'activité quotidienne, on va dire, je vais y arriver. Je sens que la journée a bien avancé. Que votre activité au quotidien, voilà, plus spécifiquement, mais un peu d'évolution par rapport un peu à l'historique du marché du jeu. Il y a une vingtaine d'années ou même une quinzaine d'années, on a été nombreux, je me mets dedans, à aller traduire un peu des jeux un peu à l'arrache, juste avant Essen, histoire de gratter une ou deux petites boîtes avec des éditeurs d'Europe de l'Est ou d'Amérique du Nord. Quelle est un peu l'évolution de cela ? Alors moi j'ai commencé le jeu de société moderne quand j'étais enfant et je jouais aux jeux qui étaient commercialisés dans le commerce, mais en fait c'était une partie de ce qui se faisait parce qu'en fait il y avait beaucoup de traductions amateurs. Les gens imprimaient sur des fiches autocollantes les traductions, les collaient sur des cartes. Il y avait vraiment un aspect artisanal du bricolage et il n'y avait pas vraiment d'industrie de la localisation. Par contre, à partir d'un certain moment, les éditeurs se sont mis à se dire « Ok, peut-être qu'on pourrait travailler sur des traductions de jeux ». Et à partir de, on va dire, 2010, il y a eu de plus en plus de localisation. Même un peu avant 2005, je pense, ça commençait déjà à avoir bien vigueur. Et depuis, il n'y a plus tellement de versions fan-made. Après, le métier de traducteur, il était emprunté par des fans. C'était vraiment des traductions de fans. Et maintenant, on a basculé vers une traduction qui est beaucoup plus professionnalisée qu'avant. Qu'est-ce qui a basculé ça ? Parce qu'il y a une vingtaine d'années, on parlait justement à la conférence avant, les fameuses règles écrites au rouge sur le dos des boîtes et compagnie. J'en souviens tous, je pense, pour les plus vieux d'entre nous, les fameuses cartes Puerto Rico à côté de stickers dessus pour mettre une traduction qu'on trouvait sur Internet. Qu'est-ce qui a amené cette évolution de métier, en fait ? Je sais pas si c'est. Enfin, ce qui a amené l'évolution, c'est en fait l'évolution du
du secteur du jeu de société lui-même. Je pense qu'il y avait beaucoup moins de références il y a 10-15 ans qu'il y a maintenant. Il y a eu donc du coup beaucoup plus de volume à traiter. Et puis le marché s'est professionnalisé aussi. Je pense que les prix des jeux ont augmenté, les exigences des joueurs ont augmenté aussi, et on est arrivé à un stade où on pouvait plus se contenter d'une traduction fan-made griffonnée sur un bout de papier quand on voulait faire une localisation professionnelle. Et je pense aussi qu'il y avait de l'argent à aller chercher. Hein. C'est quand même un secteur où on se dit tiens, ce jeu-là il marche tellement en Allemagne ou aux États-Unis, pourquoi il ne marcherait pas aussi bien en France? Et donc pour ça, il faut engager du monde pour le traduire de manière professionnelle, que ce ne soit pas quelque chose d'amateur pour que les joueurs en aient pour leur argent en fait. Concernant le Kiduck, vous avez beaucoup de jeux narratifs. Et déjà en édition interne, je veux dire que vous publiez par vous-même les séries des Chronicles, entre autres, et je pense aussi à d'autres jeux que vous localisez, on va dire que vous prenez d'autres éditeurs et que vous amenez sur des nouveaux marchés. Comment ça s'organise de votre côté en fait? Quel est le travail? Comment vous abordez le métier? Question vaste. Question très très vaste, surtout que ça dépend des projets. Il y en a certains qu'on traduit nous-mêmes en interne avec mon collègue de l'éditorial, parce que ça reste notre cœur de métier au départ, avant de gérer uniquement les projets. Quand c'est très vaste, très long, beaucoup de mots, on fait appel à des freelances, notamment les deux loustiques. Les deux loustiques à côté de moi, entre autres. Et du coup, dans ces cas-là, nous, on se charge de la relecture en interne et de tout le travail éditorial, le lissage des glossaires, la mise en maquette, les checks de maquette, les allers-retours pour tout rectifier jusqu'à ce que ce soit le plus parfait possible. Quand il y a beaucoup de texte, quand il y a beaucoup d'éléments, parce qu'on parle vraiment de texte au niveau traduction pure, c'est-à-dire un peu technique, on va pouvoir même dériver à un moment donné sur de l'IA avec des outils tels que DeepL, Google Translate et tout ce qu'on veut, mais on parle aussi de beaucoup de jeux qui sont mondialisés. C'est-à-dire, quand on parle de mondialisation, d'être sur des niveaux culturels très différents, comment ce sujet est abordé? C'est-à-dire que on va dire, en termes édition globale, Lucky Duck et cette vision mondiale, puisque vous occupez de localiser des jeux pour beaucoup de pays, Amérique du Nord, l'Europe et autres, vous avez des branches en Italie et en France. Sous quel angle d'attaque vous traitez ce sujet-là en fait? Est-ce qu'il y a une spécification pour chaque pays ou au niveau technique, ou il y a une réflexion au niveau de la culture? C'est très spécifique au pays. On communique évidemment avec nos collègues qui sont dans d'autres pays, mais pas spécialement sur les questions de traduction, hormis quand on a un problème avec un point de règle qui n'est pas très clair en anglais ou ce genre de choses, mais après ça dépend vraiment de la culture de chaque pays et on adapte quand il y a besoin, mais on essaye le moins possible de toucher au jeu d'origine évidemment. Après c'est plus les quantités qui vont être commandées, ce genre de choses. Est-ce que le jeu a plus de chances de marcher en France qu'en Pologne ou en Italie ou ce genre de choses, mais en termes de localisation précise, c'est très spécifique au pays, à la culture, etc. Est-ce qu'on n'a pas aussi des manières, là je pense à Mathieu, d'écrire des règles différemment entre des Allemands, des Français, des Nord-Américains ou des pays asiatiques, et que ça a des conséquences à la fois entre guillemets de la localisation français-anglais ou donc des échanges avec l'éditeur justement pour une reformulation complète des fois parfois? Ça arrive effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des philosophies d'écriture, de règles différentes. Il y a des cultures qui vont préférer expliquer tout ce qui est possible et tout ce qui n'est pas dit est impossible. D'autres qui vont plutôt laisser le bon sens guider un petit peu les gens. Même en termes de maquettage, il peut y avoir des façons de maqueter différentes qui vont laisser plus de place au texte, plus de place à l'illustration. Ou aux éléments graphiques pour expliquer le texte via des éléments graphiques, via des pictos. Mais après, sur l'adaptation, nous, en tant que traducteur, généralement, on est missionné mais tout le temps, on est missionné par un client et on se met d'accord avec le client sur ce qu'on fait. Il y a des clients pour qui on va chercher à respecter à la lettre ce qui a été fait par la personne, et puis il y a des personnes qui localisent, qui disent « Ok, j'ai vu ce jeu, ce livret de règles ne correspond pas à mon marché, il va falloir le rédiger plutôt que le traduire simplement. » Ça peut arriver.
Tu as des idées de cas concrets? J'ai des idées de cas concrets, par exemple sur Quickshot, qui est un jeu japonais. C'est un tout petit jeu vraiment qui tenait dans une toute petite boîte de cartes. Ça tient quand même dans une toute petite boîte de cartes. Et ben, en fait, on a simplement réécrit toute la règle. On a pris la FAQ de Board Game Geek, de la première édition, et en fait, on a vraiment tout rédigé. On a un peu rethématisé certaines cartes aussi parce que il y avait besoin de changer un petit peu la façon dont le jeu fonctionnait, de le rendre plus explicite. Parce que c'était trop aride. Quand nous, on l'expliquait avec l'éditeur, et ben, en fait, on avait du mal à transmettre l'intention du jeu, alors que grâce à une réécriture de règles, grâce à la réécriture de certains pouvoirs de cartes, sans en changer véritablement le gameplay, on va simplement permettre à l'intention du jeu d'être mieux perçue. Et par rapport à ça, Antoine, en général, vous travaillez avec l'éditeur localisateur ou le distributeur localisateur, c'est-à-dire la personne qui va traiter du jeu sur le pays, donc ici en France, ou vous travaillez avec l'éditeur d'origine? Ça va dépendre sur quoi porte la question précisément. Si on parle de la rédaction des règles proprement dites ou de... par exemple, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est que en anglais, dans les règles qu'on écrit en anglais, très souvent, les Américains notamment ont tendance à mettre des majuscules partout, à tous les termes, tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui ne s'impose pas en français, que certains éditeurs ont calqué sur l'anglais sans se poser de questions, mais qui n'est absolument pas justifié. Ce genre de décision, on n'a pas besoin de l'éditeur d'origine pour changer, pour mettre les mots en bas de case. On va simplement le faire avec l'éditeur localisateur. Après, si c'est des reformulations de règles ou des précisions qui nous semblent manquer à l'adaptation, à la règle française en l'occurrence, là, c'est indispensable de demander effectivement à l'éditeur d'origine de préciser sa règle. Est-ce que des fois on a des règles assez floues et on ne peut pas se débrouiller sans l'éditeur d'origine. Et ça me permet d'ailleurs de glisser un petit conseil, parce qu'on voit beaucoup sur les forums des fois des gens qui vont dire dans la règle d'origine c'est écrit comme ça, donc ça doit être vrai. Mais en fait pas forcément, c'est-à-dire qu'on a quand même des cas où la traduction est l'occasion de corriger la règle d'origine qui s'est trompée. Et nous, on le sait parce qu'on a été demandé à l'éditeur d'origine qui va nous dire « Ah bah oui, en effet, on a une erreur dans notre version qui est dans le circuit. Profitez-en vous pour la corriger, ce qu'on fait. » Et donc, ça donne des cas de figure où la version française n'est pas la même que la version d'origine, mais ce n'est pas forcément la version d'origine qui a raison. Et dans le cadre, justement, on revient de Lucky Duck, est-ce que vous adaptez les écritures et le maquettage à chaque fois, en fait, puisque quand vous faites un jeu pour les US qui rentre un peu dans le côté, la fameuse règle d'or qui est transversale, qu'on ne voit jamais en France, en Allemagne, qu'on répète beaucoup, chaque fois la même chose, en Asie, où on est beaucoup plus permissif, dans d'autres pays où, en fait, tout ce qui n'est pas dans la règle n'existe pas et qui est interdit. Comment vous adaptez votre travail par rapport à ça? C'est que vous faites une sorte de melting pot de tout. Quel est votre axe, en fait, de travail? Généralement, on essaye de rester au plus près de la règle d'origine, anglaise la plupart du temps, américaine. Néanmoins, je suis du genre à poser beaucoup de questions à l'éditeur pour m'assurer que j'ai bien compris quel était le but du jeu, ce que voulait dire telle phrase qui, comme disait Antoine, parfois c'est très très flou, les règles. Donc on essaye de préciser au maximum, tout en s'assurant auprès de l'éditeur d'origine qu'on a bien compris. Ça nous arrive de déplacer des exemples, d'ajouter des paragraphes, d'ajouter des remarques importantes, parce que si nous-mêmes, en travaillant sur le jeu, en ayant la VO sous les yeux et en le traduisant, on n'a pas compris quelque chose, il y a des chances que les joueurs en face, ce soit le cas aussi. Donc on améliore, entre guillemets, par rapport à de notre côté culturellement, en termes de compréhension, quelque chose qui va paraître évident pour l'éditeur d'origine qui a bossé son jeu pendant des années, qui le connaît par cœur, ne va pas forcément se poser la question. Nous, si on trouve qu'il manque une précision, on va essayer autant que possible de l'ajouter, quitte à changer un peu la maquette ou à supprimer des répétitions de phrases ou de paragraphes qui semblent dire la même chose, ou au contraire ajouter des informations qui nous paraissent manquer. Et par rapport à ça, quand vous travaillez sur un nouveau jeu, c'est-à-dire je pense à Chronicle qui est chez vous en interne, comment vous préparez le travail en amont? Est-ce qu'il y a un travail préparatoire
au moment du travail d'édition, quand je dis là, on va le publishing vraiment, pour la suite, pour les adaptations dans chaque pays, ou en fait ça revient à la même chose que localiser un jeu qui vient de l'extérieur? Alors, la situation idéale, ça serait qu'il y ait un travail de préparation en amont. C'est pas le cas. Ou rarement. On essaye. On essaye d'avancer dans ce sens-là, mais souvent, que ça soit au sein du studio Lucky Duck ou un éditeur tiers, il va penser le jeu dans sa langue en anglais, de façon générale, sans trop penser aux localisations, parce que le marché anglophone est quand même majoritaire par rapport à toutes les localisations qu'il peut y avoir. Donc, il pense en anglais. Et nous, on se débrouille après avec des choses qui parfois ne fonctionnent pas dans les versions françaises. On est obligé de louvoyer, de trouver des alternatives. Est-ce qu'il y a moyen, là, je pense à Mathieu, d'avoir des travaux préparatoires, justement? Est-ce qu'il y a des outils qui puissent exister pour travailler et préparer ça? Alors oui, ça m'est arrivé sur certains projets, dont des projets dont je ne peux pas forcément parler, où l'éditeur a préparé tout un dossier, par exemple sur un très gros jeu narratif avec des embranchements et donc une narration qui va être un petit peu décousue. Et ben, sur ce projet, j'ai reçu un guide de traduction, un guide explicatif de comment marchait l'histoire, dans quel sens elle allait, et ça m'a permis de voir certaines choses. Alors, effectivement, moi, en tant que traducteur, je suis très content de le recevoir de l'éditeur d'origine. On a pu aussi en discuter avec l'éditeur, avec mon client. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez précieux, que les éditeurs peuvent préparer, qu'effectivement, ils n'ont pas tout le temps de préparer, malheureusement. Mais après, c'est parfois à nous d'aller chercher l'information. Sur certains jeux, par exemple, on pose des questions sur l'intention. Effectivement, la communication est véritablement clé. On va aller chercher les éditeurs, on va leur dire « Ok, alors j'ai plein de questions là-dessus » et on va questionner les éditeurs sur l'intention du jeu, sur comment faire. Alors souvent sur les histoires, sur les jeux narratifs ou sur les jeux très mécaniques, il y a des questions de la règle, mais il n'y a pas tellement à adapter sur des jeux un petit peu plus... des party games, toi tu as travaillé sur un petit peu Codenames. Les mots et la polysémie des mots, il faut l'adapter sur ce genre de choses. Ou alors sur les jeux à référents culturels, sur tous les jeux de culture G, c'est pareil en fait. Il faut réécrire les questions intégralement. Ou les blagues. Ou les blagues, ouais. Je pense par exemple à un jeu russe qui avait une langue master anglaise, donc j'ai traduit cette langue-là, où on se partageait des secrets et entre amis, et donc il y avait un petit secret qui était « J'ai déjà gagné un concours de démontage de fusils mitrailleurs ». En France, tout le monde va dire non, et la question sera un peu gênante si des gens disent oui. En Russie, visiblement, c'est normal de pouvoir avoir fait ça. Donc il a fallu adapter. J'ai choisi quelque chose comme j'ai déjà essayé de soudoyer quelqu'un pour ne pas payer une contravention. Et le patron de la boîte russe m'a dit « Mais tout le monde fait ça ». Vraiment histoire vraie. Hein. Et parlant justement d'un peu de référence culturelle, on a la référence du culturel écriture, mais justement dans toute la partie référence culturelle dans des jeux narratifs, parce qu'on parle surtout le gros du boulot aussi, il est là-dessus. Est-ce qu'on doit s'y astreindre ou pas en fait? Comment on adapte ça? C'est relativement entre guillemets simple et évident sur certaines choses. Telles que tu viens de le dire sur le démontage des fusils, ok, certes, mais dans le respect culturel, dans tout ça, est-ce qu'il y a ce genre de choses, de problèmes qui peuvent se poser? Oui, il y a toujours de toute façon cette question-là, et qui ne peut pas être tranchée simplement. Alors c'est pas dans un jeu, mais moi je l'ai vu dans un film que j'ai revu récemment, c'est Le Hobbit. À un moment, dans la version française, le héros, Thorin dit on tombe de Caraïbes dans ce qu'il a. Qui est une expression liée à la mythologie grecque. Donc la vraie question culturelle, c'est de savoir pourquoi un nain a des références de la mythologie grecque. Mais jusqu'où on peut aller comme ça? Parce que dans certaines traductions, si on pousse ce raisonnement-là à l'extrême, on ne peut pas écrire, par exemple, que quelqu'un porte des spartiates, par exemple, ou que cette pièce est très spartiate. On ne peut pas l'écrire puisque c'est aussi lié à l'histoire grecque. Donc, si ton personnage n'a pas connu cette histoire-là, il ne peut pas utiliser cette expression-là. Donc, l'adaptation peut aller très loin comme ça, en fait.
Dans le jeu, c'est moins vrai, mais dans un jeu narratif, le cas peut se présenter du choix des termes, ça va être le choix du lexique. Et souvent, en fait, on va choisir un lexique qui peut être, surtout dans un jeu, qui doit être compris par le public, mais des fois, ça implique de s'éloigner de ce qui serait logique pour le héros, quoi. Là, je pense à un cas lors d'un échange qu'on a eu avec toi, Mathieu, sur le jeu vidéo. Voilà, c'est ça. Pourtant, c'était il n'y a même pas 15 jours. Sur un jeu que tu venais d'Asie, sur la gestion d'enfants, en fait, et par rapport à... T'as raccroché ? Oui, c'est bon. Effectivement, alors j'ai travaillé en agence de traduction de jeux vidéo et on traduisait plein de MMORPG qui venaient un peu de partout. Et donc, il y avait un MMORPG qui était vraiment pour les 8-11 ans. Et il y avait vraiment de l'incitation à la violence. Et j'en ai parlé à mes clients qui m'ont dit « Ah oui, c'est problématique. Nous, on n'a pas les mêmes lois concernant la protection de l'enfance et ce qu'on doit véhiculer vers l'enfance. » Et donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé à l'éditeur d'origine d'altérer le texte. Et donc, on a fait de la transcréation, on n'a pas du tout fait de la traduction. Mais généralement, ce n'est pas le cas de toutes les histoires. La plupart des histoires, finalement, on va chercher à les adapter le plus fidèlement possible en ayant ce côté de référence lexicale, mais on a aussi beaucoup de références qui sont induites par le gameplay. Parce que là, on parle que d'histoire, mais en fait, elles sont intégrées dans un gameplay et elles sont renforcées par des images. Je pense à Darkwater, alors moi, je n'ai pas du tout travaillé dessus, mais Nello pourra en parler. C'est quelque chose qui se passe à la Nouvelle-Orléans, c'est quelque chose qui se passe dans l'univers du vaudou. En fait, ça amène tout un ensemble de lexiques, tout un ensemble d'imageries qu'il va falloir employer dans la traduction. Si on ne les emploie pas, c'est probablement problématique et le texte sera bizarrement out of place, il ne sera pas du tout à sa place, il sera bizarre et il fera que le jeu aura ce truc un petit peu bizarre et grinçant, discordant par rapport à sa propre volonté. Quand on parle de références culturelles, bien évidemment, il y a la culture au quotidien dont on peut parler. On parle de mode d'écriture, de règles, ou voire de lois, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que aussi ça peut poser problème ? Est-ce que vous allez au-delà du simple texte ? C'est-à-dire, peut-être que c'est le boulot de l'éditeur pur, mais de faire appel par rapport à des points de mécanique ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un jeu, quand on le localise, est-ce que vous êtes force de proposition aussi en termes de agencement thématique, agencement mécanique, l'un par rapport à l'autre, en disant c'est quelque chose qui ne coulerait pas de source chez nous, ou pas du tout, où on vous demande entre guillemets de rester dans vos 22 pour reprendre une image sportive et de dire concentrez sur vous le texte, peu importe ce qui se passe autour. En fait, ça dépend beaucoup de l'éditeur. À la base, non, ça c'est plutôt le travail de l'éditeur de réorganiser la règle comme il le souhaiterait. Après, nous, on peut effectivement faire des propositions, mais ça reste des propositions. C'est-à-dire qu'on ne se vexera pas si l'éditeur dit non, il faut que ça reste exactement comme c'est en version originale. Dans ce cas-là, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des propositions qui soient prises et que je trouve, à titre personnel, que la règle était plus lisible, était plus facile à lire. Après, on m'a déjà dit aussi, non, tu laisses comme c'est. Et je laisse comme c'est, je fais ce qu'on me demande et voilà, c'est tout. Après, c'est presque plus mon problème. Techniquement, si l'éditeur a validé une structure qui lui convient à lui, et qu'il n'écoute pas d'autres avis, tant pis. Enfin, voilà. On va revenir sur Liquid Duck et justement l'intérêt, c'est que vous avez aussi beaucoup de jeux narratifs avec énormément de textes. Alors je sais pas d'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question piège, pas du tout préparé, c'est parfait. Hein. Une règle en général, ça fait à peu près combien de mots ? En fait, une règle classique, on va dire sur un jeu lambda ou quoi que ce soit. Aucune idée. Vraiment, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Disons que si tu prends la règle du Morpion, elle est très courte. Ouais. La règle Dark Nova, elle est un peu plus longue. Je suis désolé de te le dire, mais il y a un écart qui est phénoménal entre les deux. Ce que je veux te dire par là, c'est les jeux familiaux et autres, et qui passent à un cap après, derrière, sur des jeux narratifs, sur des échanges avec des 200, 300 000 mots. C'est juste histoire que des gens qui sont dans la salle s'imaginent un peu, tu vois, des proportions du travail qui peut être mené sur certains jeux. Parce que 200, 300 000 mots, c'est assez énorme. Mais comment tu le
Tu vois, histoire qu'on se donne des éléments concrets de visualisation. La plupart des petits jeux que je traduis, ça m'arrive de le faire, c'est aux alentours de 2000 mots la règle. C'est-à-dire ça représente une journée de travail de traduction avec relecture, même s'il y a un peu de temps pour s'imprégner du jeu, pour aussi avoir la gestion de projet avec l'éditeur. Les gros jeux, par exemple Luthier que j'ai traduit pour le Kidoc, par exemple, il y avait 30 000 mots de règles et il y avait un appendice avec une explication de la première partie, les règles du mode solo et puis des notes historiques qui devaient faire aussi 30 000 mots. Donc c'était aux alentours de 60 000. Ce qui représente beaucoup plus de jours. C'est ça. Qu'on a des volumes aussi importants, avec des retours réguliers sur un champ lexical. Est-ce qu'on n'a pas une tendance, surtout quand on doit faire du volume de plein de jeux, donc là je m'adresse bien à toi, de recourir à des outils d'automatisation? Certainement pas. Personnellement, non. En tout cas, il y en a probablement qui le font, ils font bien ce qu'ils veulent. Moi, non, je travaille à la main pour les trades, pour les relectures, pour tout ça. Alors, évidemment, il y a des outils intégrés au traitement de texte, tout ce qui est antidote, ce genre de choses qui va venir repérer si on fait des coquilles, s'il y a une double espace, s'il y a ce genre de choses. Mais après, moi, perso, je fais toujours tout à la main, à l'œil. Et donc, non, c'est pas d'IA, pas de choses comme ça et d'outils qui me permettent d'aller plus vite. Et est-ce que ça, c'est pas un recours assez de plus en plus utilisé au travers des éditeurs ou au travers, on va dire, peut-être de certains métiers de traduction pour pouvoir justement, entre guillemets, abattre, pour avoir un côté un peu plus à la chaîne et industriel, abattre du volume et du traitement? Si, évidemment. Et il y a des logiciels de traduction, de TAO, traduction assistée par ordinateur, qui existent et que les freelances auxquels on fait appel utilisent pour aller plus vite, pour respecter davantage le glossaire aussi, parce qu'une fois que tu as traduit tel terme de telle façon, le logiciel il va te le mettre de la même façon partout ailleurs. C'est du gain de temps, c'est du gain de cohérence générale dans l'ensemble des fichiers, donc cool. En revanche, moi, sur tout ce qui est règles du jeu, les effets, etc., je trouve que c'est vraiment important de le traduire, de le localiser, de l'adapter à la langue française. La structure des phrases n'est pas la même en français et en anglais. Un logiciel, il va traduire presque mot à mot, à mettre les virgules aux mêmes endroits, etc. Moi, personnellement, c'est pas comme ça que je parle ou que j'écris en français. Ça ressemble, mais il y a parfois des petites subtilités, des propositions qui sont pas au même endroit dans la phrase. Et ça, on peut s'en rendre compte que quand soit qu'on le traduit directement à la main, soit qu'on se relit vraiment très précisément derrière et qu'on fait des modifications manuelles. Donc pour tout ce qui est règles du jeu, où on a besoin d'être précis, de bien expliquer, de bien faire comprendre facilement en une seule phrase, à titre personnel, je préfère la traduction manuelle. Après, pour des effets de cartes qui sont les mêmes partout, avec juste un mot-clé qui change de temps en temps, aucun souci. C'est marrant parce que moi, c'est sur la narration où j'ai envie de faire les choses de façon très organique, alors que sur les règles, ça ne me dérange pas du tout d'utiliser de la TO. Tu voulais rebondir sur la TO ? Je voulais juste préciser pour les personnes dans la salle qui ne sont pas forcément familiers de ce que c'est qu'une traduction assistée par ordinateur, des outils de TAO. Il faut bien comprendre que l'utilisation de la machine remplace jamais, en l'occurrence, enfin pour nous, le travail que nous on fait. C'est-à-dire que la TAO, c'est un outil qu'on utilise pour qu'une phrase qu'on a traduite une fois, par exemple, on la retrouve elle est enregistrée, et si une phrase exactement identique ou à peu près identique réapparaît par la suite, l'outil TAO va dire « Attention, ça tu l'as déjà traduit il y a 30 pages, et tu l'as traduit comme ça, avec ces mots-là. Donc je te propose de le traduire de la même façon. » Et nous, on dit oui, non. Et c'est un outil qui reste imparfait, parce qu'il y a certains outils de TAO qui vont considérer que piocher une carte rouge, c'est presque la même chose que piocher une carte verte, parce qu'il n'y a qu'un mot qui change. Et ils vont dire, c'est presque pareil, est-ce que tu veux le traduire de la même façon ? Et là, c'est là que l'œil humain est utile pour dire, non, c'est exactement l'inverse. Donc voilà, c'est pour ça que les outils de TAO, c'est utile pour assurer une cohérence d'ensemble, mais ça ne peut pas remplacer un œil humain. Et pour répondre à ta question, Gaëtan, sur les gros volumes, en fait, ce qu'on peut faire, et ce qu'on fait d'ailleurs, quand il y a des gros volumes à traiter, c'est qu'on forme des équipes de traduction. On travaille à plusieurs,
Et on partage l'outil de TAO pour être sûr. On construit un glossaire en fait pour être sûr que tout le monde utilise les mêmes termes aux mêmes endroits. Et de toute façon, il y aura une relecture derrière pour harmoniser. C'est très important parce qu'il existe des projets qui sont humainement impossibles à faire par un seul traducteur, en tout cas pas dans les délais qui sont demandés par les éditeurs. Quand il y a 300 000 mots à traiter ou 200 000 mots à traiter, c'est quand même un gros volume de texte et souvent c'est divisé pour permettre de tenir les délais qu'on nous demande. Quand tu parles de relecteur, c'est un métier annexe, c'est fait par d'autres traducteurs ou vous avez des relecteurs purs français, entre guillemets, peu importe la langue d'origine et qui retravaillent le texte? Relecteur, ou correcteur, c'est un métier. Il y en a de moins en moins dans les rédactions, mais il y en avait par exemple dans la rédaction du Monde pendant un temps, il y en avait 3, maintenant il n'y en a plus qu'une. On est aussi, quand on est traducteur, on est souvent traducteur-relecteur. Et ce qu'on fait très souvent, enfin c'est assez régulier, c'est de former des binômes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va traduire et l'autre qui va relire. Et peut-être la mission d'après, ce sera l'inverse. Après, comme ça a un coût, dans le milieu du jeu de société, c'est loin d'être systématique de faire travailler un relecteur professionnel après nous ce qu'on a fourni. Ça peut arriver que ce soit relu par la communauté, les éditeurs qui disent on ferait relire par notre communauté, avec des résultats plus ou moins heureux. Ça peut arriver que ce soit 1 ou 2 ou 3 personnes externes et que le traducteur, par exemple, peut encadrer ou le chef de projet peut encadrer. Mais dans quelques cas de figure, je connais quelques jeux où c'était quand même un relecteur ou une relectrice professionnelle, mais c'est pas systématique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Si, par exemple, chez Yellow, ils ont une personne qui va vraiment faire seulement la relecture orthotypo. Et c'est après le passage... Orthotypo. Alors, orthographe et typographie. Pardon. Désolé pour le jargon. Cette personne, elle intervient vraiment en tout dernier bout de la chaîne, c'est-à-dire que le traducteur ou la traductrice a livré sa traduction, le ou la chef de projet a relu la traduction, a avalisé, a clarifié certaines choses, a corrigé certaines choses le plus possible, et ensuite on va maqueter et on va passer cette traduction au correcteur ou à la correctrice qui va corriger les dernières scories qui restent. C'est pareil pour vous? Non, je parle à Nello là en fait. C'est pas que je veux pas que tu parles, mais. Vas-y, excuse-moi. Nous, on n'a pas le temps, généralement, de passer par des relecteurs ou des relectrices externes. Donc, on fait appel à des freelances sur la partie traduction, ce qui prend le plus de temps, malgré tout. Et en général, les délais étant ceux qu'ils sont, c'est pas nous qui les serrons par plaisir, en fait. C'est l'éditeur d'origine qui a sa date de prod, qui nous envoie les fichiers au dernier moment. Et là, c'est branle-bas de combat, on fait ce qu'on peut. Donc, généralement, la relecture, on la fait nous en interne avec mon collègue de l'éditorial. Quand c'est lui qui traduit un jeu en interne parce que c'est relativement court ou parce que vraiment ça lui plaît, il a envie de le faire, moi je relis en interne, et inversement, quand c'est moi qui traduis, il relit. Hormis sur des projets gargantuesques comme Elder Scrolls, que Mathieu a le bonheur absolu de relire en ce moment, 98 pages de règles, 5 livrets d'une 50aine de pages chacun, dans le jeu de base, plus toutes les cartes, machin, plus l'extension. C'est là, comme il connaît l'univers d'Elder Scrolls, et le métier, on lui a demandé de faire une passe de relecture en plus pour tant la partie fluff, contexte, référence du jeu vidéo, que pour vérifier les dernières coquilles qui pourraient rester. Mais il y a tout un travail de relecture, pas de réécriture, mais de correction de la traduction qui a déjà été fait en amont. Là, c'est les dernières vérifications parce que ce projet est énorme et qu'on n'a pas envie de se planter. T'as moyen de repérer un travail d'IA ou autre, justement, quand c'est des volumes comme ça, pour s'il y a moyen qu'on te renvoie une trad avec un volume tellement important afin de respecter les délais si courts, qu'à un moment donné, quelqu'un te passe une partie sur de l'IA et avec des potentiels soucis liés à ça, de qualité de traduction ou autre. Si c'est un texte lié à un univers comme Elder Scrolls ou peu importe, dont je connais le vocabulaire, si l'IA elle traduit un truc complètement à côté de la plaque, je vais le voir. Parce qu'il y a une partie du métier de traducteur qui
qui est quand même de faire des recherches et d'aller chercher les lexiques utilisés dans le jeu vidéo, dans le livre, dans le film, peu importe. Donc on peut le voir si la traduction est à côté de la plaque en termes de contexte. Sinon, il faut connaître les gens avec lesquels on travaille et savoir comment ils écrivent en temps normal. Et là, on se rend compte quand, pour aller plus vite, ils sont passés par une IA. La traduction, en fait, elle s'en fout de l'ergonomie. C'est-à-dire que si jamais elle prend des décisions ergonomiques parce que vous lui livrez tout, elle va vous livrer quelque chose qui ressemble à une traduction de règles de jeu, mais qui ne sera absolument pas pratique. Et dans la traduction technique, il y a des IA qui sont entraînées, et même ça se fait de plus en plus dans le jeu vidéo, ce que je déplore assez fortement, mais elles sont entraînées pour remplacer un petit peu les traductions, et les traducteurs sont assignés à faire, alors attention, jargon, du MTPE, donc du post-editing de traduction machine. Donc on va simplement corriger ce que fait l'IA. C'est un boulot qui vous draine toute votre âme, qui est en plus, qui demande une concentration extrême parce qu'il faut tout réécrire. Ça ne nous prend pas beaucoup moins de temps, par contre c'est beaucoup moins bien payé. Merci le capitalisme. Il y a une question dans la salle, Gaëtan. Vas-y. Bonjour, j'avais 2 petites questions. La première, vous parliez de délai sur les traductions. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de délai qu'on vous donne? Parce qu'on vous disiez que les délais étaient très courts. Voilà. Bah, en fait, en général, c'est pour hier. Le délai, c'est ça. En fait, ça dépend des éditeurs. Il y a des éditeurs qui demandent... qui ne s'y prennent pas assez tôt, en fait. C'est surtout ça. Parce que souvent, ils savent que le projet arrive, et puis au bout d'un moment, ils se disent qu'il faut la traduction, et ils laissent très peu de temps. Alors, ça peut être 2-3 semaines, ou ça peut être 1 semaine, alors qu'il en faudrait le double, par exemple. Et il y a d'autres éditeurs qui sont très organisés, et qui vont dire, qui vont demander à nous sous quel délai on peut travailler. Ça, c'est agréable, parce que nous, on peut s'organiser, on peut dire, pour tant de volume, moi j'ai besoin de tant de jours, donc je peux te le livrer à ce moment-là. Et là, l'éditeur va dire ok, parfait, ou c'est un peu juste. En fait, quand on est traducteur, il faut quand même être habitué à travailler un petit peu sous pression. Donc, en fait, c'est un peu comme la question sur la moyenne de volume de mots. Ça dépend vraiment des éditeurs. Donc, je ne peux pas donner une durée moyenne, un délai moyen. C'est juste que y a beaucoup d'éditeurs qui, c'est de moins en moins vrai, mais qui n'anticipent pas forcément le temps qu'il va falloir pour traduire et pour relire après, parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. La relecture, c'est en général ce qui arrive en fin de projet, et très souvent c'est négligé par le chef de projet qui n'a pas forcément prévu. Parce qu'en plus c'est très ingrat, une relecture, pour bien la faire, il faudrait lire. Par exemple, je relis la règle, il faudrait la lire sur plusieurs jours pour reposer le cerveau. Ça ne sert à rien de lire 20 pages de règles, 30, 40 pages de règles en une seule journée, parce que le cerveau, au bout d'un moment, il va arrêter de détecter les petites erreurs. Et c'est ce que je voulais dire aussi. Normalement, une vraie relecture, il faut d'abord faire une relecture comparée pour être sûr que le français correspond à l'anglais. Ça, c'est une première étape. Vérifier que si c'est bien piocher 4 cartes, ça a été bien traduit par 4 cartes, pas 3 cartes, pas 3 jetons, voilà. Et après, seulement, une fois que ça c'est validé, il faut relire le français séparément. Et ça prend beaucoup de temps, et c'est du temps qu'on n'a pas forcément, parce que souvent c'est la fin de projet qu'il faut partir en impression, et ça n'a pas forcément été calculé dans le planning. Ma deuxième question concerne l'IA. Est-ce que, après c'est peut-être un peu plus votre avis personnel, mais est-ce que vous pensez que l'IA va changer un peu le monde de localisation, traduction du jeu, et peut-être devenir une aide par exemple sur les références culturelles ou les mécanismes à changer? Je ne sais pas si ma question est claire. Si moi je trouve que c'est clair, mais si quelqu'un veut, moi je vais apporter ma réponse si vous voulez compléter. En fait, c'est déjà le cas. L'IA a déjà commencé à changer le marché de la traduction. C'est pas trop le cas dans le jeu de société, même si moi j'ai connaissance de quelques jeux de société qui ont été traduits comme ça. C'est manifeste, ça se voit. Ça a d'ailleurs ruiné certains jeux qui auraient pu être très bons, mais qui ont été tellement mal traduit que en fait c'est devenu un motif de blague ou
C'est-à-dire que ça aurait pu être de beaux jeux narratifs et en fait, on n'est pas du tout dans l'histoire parce qu'en fait, on sort de l'histoire à chaque fois vu que les tournures sont très maladroites. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup lié au niveau d'exigence du public. Ce que je veux dire, c'est que si vous achetez un aspirateur ou une cafetière avec une notice, votre niveau d'exigence, il est plutôt bas. C'est-à-dire que même si c'est mal traduit, ça se passera. Enfin, vous en fichez un peu, quoi. C'est pas. Par contre, si vous êtes un médecin qui achète une machine pour faire une opération et qu'il est question de vie ou de mort et que c'est mal traduit et que ça cause un décès, là, votre niveau d'exigence il est beaucoup plus haut. Dans le jeu de société, je crois que le niveau d'exigence des joueurs est assez élevé, reste assez élevé pour l'instant. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est mal traduit, en général, ça remonte, ça fait du bruit, quoi. Sur une série Netflix, le niveau d'exigence est plus bas. C'est-à-dire qu'on va avoir une erreur dans le sous-titre, éventuellement dire on passe à autre chose. Et en fait, toute l'utilisation de l'IA, je pense, repose sur ça. C'est-à-dire que si le niveau de l'IA monte tellement haut parce qu'elle se développe, qu'elle atteint le niveau d'exigence des joueurs, ou que le niveau d'exigence des joueurs baisse parce que finalement on comprend, c'est pas si grave qu'il y ait une erreur de règle et tout. Oui, à ce moment-là, on court le risque que certains éditeurs se disent après tout, si les joueurs s'en plaignent pas, pourquoi on se priverait de le faire? Parce que c'est moins cher, ça va plus vite, le traducteur n'a pas besoin de se reposer et tout. Mais malgré ça, pour finir là-dessus, je pense qu'il restera quand même toujours des éditeurs consciencieux qui feront toujours confiance à un être humain, même si c'est plus cher, même si ça prend plus de temps. Et du coup, je le vois un peu comme un artisanat dans ce cas-là. C'est-à-dire que de la même manière que il reste plein de métiers artisanaux, ne serait-ce que par exemple un boucher charcutier, c'est pas parce qu'il y a du jambon sous barquette que le métier de boucher charcutier a disparu. C'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, je pense, des éditeurs qui feront confiance à des humains plutôt qu'à des machines parce qu'ils ont, eux, un certain niveau d'exigence et qu'ils ne veulent pas le baisser. Voilà, désolé, c'était un peu long comme réponse. J'aimerais revenir un peu. Alors, je vais faire un coup en plusieurs bandes. Dans mes vies précédentes, je suis intervenu chez Ankama. Chez Ankama, ils font beaucoup de transmédia et il y avait un service dédié à la localisation. Et ils utilisaient un même outil, quel que soit le média. C'est-à-dire un peu ce que vous disiez, je pense, je ne connaissais pas le terme à l'époque, mais peut-être un outil de TAO qui faisait qu'en fait, ils avaient une base commune de texte pour du Dofus, de la BD, du jeu vidéo ou quoi que ce soit. Surtout sur des outils qui sont internationaux. Eux, ils géraient les multilingues. J'aimerais revenir sur le coup de Elder Scrolls, c'est à ça que je veux en venir. Un jeu vidéo aussi important, aussi avec un tel fort succès, quand vous portez le jeu de société, est-ce que justement le propriétaire de la licence ou quoi que ce soit vous fournit une sorte de glossaire? Et là, tu me dis non. Seulement. Voilà. J'ai demandé. Je ne l'ai pas eu. Non, du coup, il a fallu chercher. Et ça a été des heures, des jours de recherche dans les jeux, sur les fandoms, les wikis et tout ça, pour constituer un glossaire intégral qui nous appartient. Du coup, ça, on y reviendra par la suite. Le coup du appartient des droits d'auteur, on y reviendra. C'est le dernier coup de ma bande, en fait. Et justement, par rapport à ça, je pense à une de tes activités dernières sur l'Orcana. Tu as intervenu sur l'Orcana et à un moment donné, justement sur ces types de recherches que tu avais à faire, de mémoire, à un moment donné, tu t'es confronté à des textes de films des années 50 ou quoi que ce soit qui n'étaient plus très up-to-date, on va dire ça comme ça. Effectivement. Alors pour l'Orcana, j'ai signé une clause de confidentialité, donc je ne vais pas parler de l'Orcana, mais je vais vous parler d'autres choses. Quand je travaillais en agence de jeux vidéo, j'ai travaillé sur un jeu à licence Dragon Ball. On avait la licence de Bandai, donc le glossaire de Bandai. Si c'était pas dans le glossaire de Bandai, il fallait aller dans tel livre. Si c'était pas dans le livre, on allait sur tel wiki. Et si c'était pas dans le wiki, on se débrouillait. Derrière, il y a un point important, et c'est là que je reviens sur ton point de ce que tu me disais tout à l'heure. J'ai eu un échange il y a quelques mois avec l'équipe de RepoProd par rapport au Seigneur des Anneaux.
Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a de la localisation de texte, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une propriété intellectuelle du texte que vous produisez, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle du Hobbit ou quoi que ce soit, il y a une traduction officielle et avec une propriété intellectuelle. Donc, en fait, ce que vous produisez en termes de texte, comment ça se gère en termes de droit d'auteur, en fait? Je ne suis pas habilitée à répondre à cette question. Alors, on est juridiquement auteur de notre traduction, comme vous êtes auteur de votre liste de courses. Le niveau d'exigence entre une liste de courses et une traduction n'est pas le même. Et on ne vous demandera pas forcément des comptes sur votre liste de courses. Mais par contre, effectivement, si vous faites un ensemble de choix qui se montrent être une traduction et qu'on emploie votre traduction, eh bien, vous êtes un auteur d'œuvres dérivées. Donc, vous avez fait une œuvre qui est dérivée de la première. Par exemple, le traducteur de Harry Potter, par exemple, quand il a choisi d'appeler Hogwarts Poudlard, il a fait un choix de traduction conscient. Et désormais, si on veut employer le terme Poudlard, il va falloir se dire « Ok, cette traduction, elle lui appartient. Je dois lui payer cette traduction parce que j'emploie cette traduction. » Même si c'est immatériel, ça reste de la propriété intellectuelle. Donc on doit lui acheter les droits. Et si on veut employer ça, on a besoin de lui faire une cession de droit. Et cette personne a besoin d'être d'accord. Sinon, on est obligé de retraduire, de faire d'autres choix de traduction. Et est-ce que c'est un sujet lors de localisation de gros jeux à la Elder ou quoi que ce soit par rapport à ça ou pas du tout? Alors dans le jeu vidéo, il y a des clauses assez particulières qui sont assez léonines, comme on dit dans le droit. Ce qui veut dire, c'est des clauses très totalitaires. Quand vous signez un contrat, par exemple, d'écriture dans le jeu vidéo, il y a une clause qui dit ce que vous produisez pendant l'exercice de votre salariat appartient à l'entreprise. Ce qui est impossible selon le droit français, parce que dans le droit français, on a deux droits. Le droit patrimonial, donc ce qu'on peut gagner grâce à notre traduction ou écriture ou propriété intellectuelle qu'on crée, et le droit moral, qui fait qu'on ne peut pas nous retirer le fait que ce soit nous qui ayons écrit ce texte. Pour faire simple. Et donc, en fait, ces entreprises font ça parce que sinon, il y a des choses qui peuvent être bloquantes. Notamment, le droit français, la propriété intellectuelle, dans une œuvre collective, indique que dans une œuvre collective, s'il y a une des personnes qui souhaite exercer son droit de retrait, qui est une partie du droit moral, qui dit « j'ai envie de retirer cette œuvre de la circulation », elle peut le faire. Et les gens, les diffuseurs, ils sont obligés de le faire. Quand on a des équipes, par exemple sur des Elder Scrolls, qui sont des équipes de 200 personnes qui travaillent pendant 6 ans sur le même jeu, s'il y a une personne qui n'est pas contente et qui dit non, j'ai envie qu'on retire mon droit moral, enfin qu'on retire cette œuvre, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut arriver dans des cas, dans ce cas-là, le fameux alors, je parle de Poudlard, d'Hogwarts, mais alors, tout ce qui tourne autour de Harry Potter, c'est hyper blindé en termes juridiques, mais on va simplifier la vie en prenant cet exemple-là. Est-ce qu'il y a un moyen, dans ce cas-là, est-ce que vous avez l'autorisation de changer le nom, en fait? C'est-à-dire qu'imaginons que la personne ne veut pas réutiliser le terme Poudlard, et bien dans ce cas-là, vous le rappelez avec un autre nom ou un autre dérivé. Est-ce que, quand vous êtes confronté sur des jeux à licence forte, alors on ne parle pas de l'Orcanam ou autre, mais est-ce que ça, c'est un fil à la patte? Non, si le jeu est sous licence, que ce soit Harry Potter, Elder Scrolls ou autre, on réutilise les mêmes termes que dans la traduction officielle du roman, du film, peu importe d'où ça provient. Sinon, il n'y a pas la licence. Alors, Marvel est un contre-exemple parce que selon les licences qu'il va signer avec les éditeurs, parfois on a le droit de traduire les noms des super-héros X-Men, par exemple. Pour Storm, c'est Tornade, j'en sais rien. Et parfois, ils vont signer des licences avec d'autres éditeurs ou non, on doit absolument garder les noms en anglais. Il n'y a aucune logique là-dedans, je ne comprends pas. Mais donc, il faut se renseigner à chaque fois, en fait, sur dès qu'il y a un nouveau projet, ok, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Les licences, c'est compliqué. Donc, en clair, la gestion de traduction sur des licences, ça rajoute encore du temps de localisation, quoi. Du temps, des difficultés, plein de choses. mais qui sont, là, c'est à l'éditeur pour le coup de s'en occuper et non pas aux personnes qui traduisent. Oui. Je regarde l'heure filer puisqu'en fait, il nous reste à peine 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
ou pas du tout pour l'instant, avant de continuer? Il y en a une là. Bonjour et merci. Pardon. Quels sont vos outils de collaboration pour la traduction? Quand c'est des grands projets, qui ont des glossaires, etc., qu'est-ce que vous avez comme outil pour collaborer? Google Sheets. Ok. Vous n'avez pas d'autres outils Alors si, en fait, il y a des outils de TAO. Par exemple, avec Antoine, on a un outil de TAO. Il y a des options payantes pour avoir des serveurs cloud qui permettent de séparer des projets, de les scinder entre plusieurs traducteurs et ensuite de les refusionner en un seul projet. C'est des usines à gaz, disons-le assez simplement. C'est beaucoup mieux adapté à l'industrie qu'aux petits projets du monde du jeu de société, sauf quand ils font 300 000 mots. mais ça se passe très bien, t'inquiète pas. Mais en tout cas, généralement, en fait, on a ces outils-là, mais Google Sheets, c'est beaucoup plus pratique. Sur l'échelle de nos projets, en fait, c'est tout à fait adapté. Très clair, merci beaucoup. Et Discord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là-bas. Bonjour, merci pour cette conférence. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu ou eu des cas un peu extrêmes où le gameplay a été changé avec la localisation? Des règles de jeu qui ont complètement changé parce qu'on s'est dit le public n'allait pas apprécier cette partie-là de règles ou autre. Ça, c'est plus un travail, je pense. Enfin, je me permets, parce qu'on en a parlé un peu rapidement tout à l'heure, de l'éditeur. Parce qu'on parle de la mécanique pure du jeu, en fait. La mécanique... Non, déjà, on ne fait jamais rien sans l'accord de l'éditeur d'origine. C'est la moindre des choses de lui demander son autorisation. Honnêtement, sur la mécanique, j'ai pas d'exemple qui me viennent. On essaye vraiment... Quand on signe un jeu, c'est parce on l'a aimé de la façon dont il est fait en anglais. Donc, on peut faire des retours sur peut-être tel point de règle. Est-ce que vraiment c'est utile ou quoi que ce soit, mais changer une mécanique complètement, non, c'est plus le même jeu finalement. Dans pas mal de jeux, on va être, surtout les party games, on est forcé d'adapter. Je vais te donner un exemple d'un jeu que j'ai traduit pour Banquise, qui s'appelle Cachamo en français. C'était un jeu japonais qui s'appelait Ren Ren, dans lequel on va écrire des caractères, le premier caractère d'un mot, et on doit faire deviner par association d'idées d'autres mots, et on va toujours voir le premier caractère de chaque mot. Seulement, le japonais est une langue qui marche par syllabe, chaque caractère est une syllabe. Quand on a commencé à travailler sur le jeu, on mettait que la première lettre en français. Et on s'est aperçu que ça posait problème, ça changeait le gameplay. Et donc, en fait, en français, on met 2 caractères, on met 2 lettres. Donc on est obligé parfois d'adapter parce que foncièrement, la culture marche pas pareil, la langue marche pas pareil. Voilà, ces références-là vont potentiellement influer sur le gameplay. Donc voilà, c'est pas des gros changements, hein, mais tu vois, parfois ça peut avoir cette incidence-là. Par contre, ça me fait poser une question, pendant que Bernard va donner le micro là-bas, ça me fait poser une question, c'est-à-dire est-ce que vous testez, alors je ne parle pas de relecture, est-ce que vous testez vos traductions? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous prenez le livret de règles et autres, vous le donnez à des joueurs pour s'assurer qu'ils jouent correctement. C'est une autre manière de tester comme une relecture, mais là, dans le concret, avec le jeu lui-même. Parce que tu crois qu'on a le temps? Qu'est-ce que tu n'as pas compris sur les délais tout à l'heure? On en a parlé. Non, on aimerait bien, on essaye au moins de le faire passer en interne à nos collègues qui, eux, ils ont joué avec la VO, ils connaissent pas, ils n'ont pas encore vu quoi que ce soit sur la traduction, sur les termes, les mots-clés en français. Et si possible, voilà, ils relisent au moins les règles, ils nous font remarquer parfois quand il y a une coquille ou ce genre de choses qui reste, ou s'il y a une phrase où ils n'ont pas compris, mais en général, ils sont quand même assez pollués par le fait de connaître le jeu déjà. Mais non, on n'a vraiment pas le temps. Dernier maillon de la chaîne. Eh oui. Et puis les fois où, oups, on a oublié de vous envoyer les fichiers. Mais il nous faut quand même le truc là, dans 15 jours, traduire, relu, maqueter, fichier de production, machin, dans 15 jours. Et, on vous avait pas mis en copie. Si tu savais le nombre de fois où ça arrive. Il y avait une question. Oui. Bon, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une question sur les langues, la part de l'anglais dans la langue source. Vous aviez évoqué tout à l'heure l'importance, si ce n'est pas la dominance de l'anglais
dans le secteur, en fait, donc la démarche même de règles de jeu. Et ça veut dire qu'en fait, parfois, la rédaction elle-même de règles est faite directement par l'anglais, quel que soit l'éditeur ou l'auteur. Ou bien la traduction passe, par exemple, un peu comme roulé par l'anglais et ensuite pour d'autres langues. Oui, effectivement, en fait, c'est très fréquent que le master, donc le document de référence, soit rédigé en anglais, quel que soit le pays d'origine de la traduction. Il y a des exceptions, mais en fait, très souvent, les jeux qui sont destinés à l'internationalisation, de toute façon, l'éditeur sait qu'il va devoir rédiger en anglais à un moment, puisque s'il veut exporter son jeu, il est forcé de passer par cette étape. C'est comme ça. Donc il y a quand même des éditeurs. Moi, par exemple, mes langues de travail, c'est l'allemand et l'anglais vers le français. C'est extrêmement rare que je fasse de l'allemand directement vers le français, parce que le plus souvent, même un éditeur allemand, il va me faire travailler à partir d'un fichier anglais qu'il aura rédigé. Avec les risques que ça comporte, qui est déjà des erreurs dans la traduction. Ça m'est arrivé sur un petit jeu il y a quelques années qui à la base était fait en allemand, mais j'ai bossé, ne parlant pas un mot d'allemand, on m'avait donné des fichiers en anglais, c'était bourré de bugs, et je suis allé récupérer la règle en allemand que j'ai traduit pour le coup avec Google Trad ou Google Lens, je ne sais plus, et juste pour voir à peu près ce que ça voulait dire, et c'était mieux expliqué en allemand avec une traduction à l'arrache que dans la règle anglaise. Donc il faut arrêter de faire traduire ou écrire les jeux en anglais par des gens qui ne sont pas natifs, ou ne pas se faire relire en tout cas par des natifs. Et comme le disait Antoine tout à l'heure, le comparatif entre les deux documents pour les valeurs, pour le type de matériel de jeu, etc., c'est impératif. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Je vais juste prendre un exemple qu'on a en commun avec Mathieu. Tell Me More, le guide de trad a été fait complètement en anglais en fait. Alors qu'il y avait beaucoup de références culturelles dans le texte. Oui, parce que alors pour le coup, j'ai travaillé sur le jeu. Je l'ai pas traduit, mais j'ai supervisé la traduction. Et donc, en fait, j'ai rédigé ce guide pour la traduction parce que je savais que il y a des enjeux sur la qualité du texte. Il y a des enjeux sur la façon de rédiger. Vraiment, c'est un jeu à base de contenu. Imaginez un peu Top 10. C'est pareil, il y a une façon de rédiger l'équilibre, alors que là c'était beaucoup plus développé que Top 10, sans dire quoi que ce soit sur la qualité du jeu. Et effectivement, produire ce guide dans une langue que tous les traducteurs et toutes les traductrices pouvaient s'accaparer, parce que généralement c'est un peu une lingua franca, effectivement, l'anglais. C'est des paires linguistiques qui sont plus faciles à trouver. Des paires linguistiques. Non, avant, une lingua franca. Oui, une langue universelle. Quand j'étais en études de traduction, j'étais avec des gens majoritairement qui avaient pour langue de travail l'anglais, l'espagnol, et j'avais une consoeur qui elle, sa langue de travail, c'était le vietnamien. Et elle avait beaucoup plus de chances de se faire payer plus cher parce que de toute façon, sa paire linguistique était beaucoup plus rare, mais les contrats étaient moins nombreux aussi. Et donc, en fait, l'anglais, ça permet aussi d'avoir cette ressource, parce que tout le monde le parle un peu, c'est quand même une langue qui est très mondialisée. Donc, c'est vraiment un point un peu carrefour des langues. Il y avait une question. Oui, je voulais savoir votre sensation sur peut-être une évolution des pays qui sont en train d'être traduits sur le marché français, enfin des langues qui sont traduites. Est-ce qu'il y a des pays que on n'attendait pas forcément, et puis là, dans les 5-10 dernières années, ramènent pas mal de jeux sur le marché français, hors évidemment l'Allemagne, mais je ne sais pas, d'autres pays comme ça qui arrivent avec une scène intéressante de création de jeux? Pour moi, l'Espagne, mais en fait, l'Espagne, ça a été un marché plutôt petit. Et là, depuis quelques années, il y a eu pas mal de très très bons jeux qui sont sortis d'Espagne. Mais est-ce que c'est nouveau? Pas tellement, je pense. Après, moi j'aurais tendance à dire on peut voir pas mal de choses de manière transverse. Beaucoup de jeux d'Asie, c'est sûr. Je pense à la Corée ou
où les deux personnes qui sont là ont travaillé avec Mandou, l'éditeur coréen. Mais on revient un peu à la question précédente, c'est que la plupart, même les Japonais, passent par une version intermédiaire. Alors, soit parce que le jeu d'origine, surtout pour les Japonais, passe en édition, donc là on est côté édition, côté auteur, et il y a un retravail édito, ou quand c'est de la localisation pure comme Mandou, là on va naturellement passer sur de l'anglais, sur cette langue pivot en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors déjà, c'est un premier commentaire. On parlait du japonais. Effectivement, moi, j'ai eu le cas plusieurs fois de règles en japonais. Le fait est que le japonais, en termes de place, prend beaucoup moins de place en superficie sur la règle que, par exemple, en alphabet. Je me suis retrouvé face à des règles traduites en anglais qui ne rentraient pas simplement dans les cadres. C'était impossible. Et les Japonais avaient coupé des morceaux de phrases qui rendaient la traduction complètement improbable ou alors complètement illisible. J'ai l'exemple de la première version de la règle de Tokyo Highway en soi. Et maintenant, nous, avec les Japonais, on essaye de travailler, alors c'est ma question, on commence à travailler avec des systèmes de pictogrammes qui permettent de comprendre en tout cas les mécaniques de base et avoir l'intention de gameplay. Est-ce que c'est quelque chose qui se généralise? Est-ce que c'est quelque chose que vous nous conseillez de continuer à faire? Alors moi je conseille d'utiliser le pictogramme exclusivement comme un rappel, jamais comme une explication. C'est-à-dire que il est impératif qu'il y ait quelque part dans la règle ce que veut dire ce pictogramme. Sinon en fait on se retrouve avec des règles avec prenez 3 pictogrammes qui vous rapportent 2 pictogrammes, donc au bout d'un moment on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et c'est très compliqué de faire une bonne iconographie, une iconographie qui est compréhensible immédiatement sans question. Et même dans ce cas-là, il faut que ce soit confirmé par un document qui référence tout. Donc peut-être ça gagne de la place. Alors c'est souvent utilisé sur des cartes, parce que sur une carte on n'a pas beaucoup de place. Mais même comme ça, il faut qu'il y ait un lexique avec tous les pictogrammes pour pouvoir s'y référer en cas de question. Et de manière générale, mais ça c'est un problème de maquette après, c'est plus difficile de travailler avec des pictogrammes parce que quand on va l'adapter dans une autre langue, il va falloir tous les déplacer. Ça c'est technique après, c'est-à-dire qu'en fait déplacer un mot, il faut juste le ressaisir. Parce que souvent quand il y a des pictogrammes, en fait le texte il est autour des pictogrammes. C'est pas le même calque techniquement. Donc si on remplace le texte, il faut aussi déplacer les pictogrammes et c'est plus long à adapter. Surtout si le pictogramme c'est un adjectif ou on peut changer pas mal de choses. Pour rebondir sur ce que dit Antoine, effectivement par exemple 3 briques, icônes de briques, ça me paraît beaucoup plus parlant que 3 icônes de briques. Et ça permet aussi d'associer l'élément. Alors effectivement sur des cartes, quand on a la place. Quand on n'a pas la place de mettre du texte partout, effectivement, on peut se contenter du pictogramme, mais il faut que ça soit bien signalé et rappelé qu'il y ait des bons pointeurs. Après, sur les règles à localiser, effectivement, il faut tenir compte de ce qu'on appelle le foisonnement, donc du fait que certaines langues prennent plus de place que d'autres. De l'anglais au français, par exemple, on a entre 15 et 25% suivant la richesse du texte, en plus pour le français, en termes de caractères. Et certains éditeurs, généralement américains, vont oublier que ça existe, vont tasser leurs règles jusqu'au maximum, et derrière, les éditeurs pleurent des larmes de sang. Tu peux en parler, je pense. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on ne peut pas rajouter une page sous prétexte que c'est des feuillets, ça va par 4 ou multiples de 4, donc c'est facile dans un livre, on va dire, type jeu de rôle ou autre chose, mais dans une règle de jeu... ça devient compliqué au bout d'un moment. Donc, si les éditeurs américains et autres pouvaient penser qu'il y a des langues qui sont plus longues que les leurs, on ne peut pas réduire la police d'écriture non plus au-delà d'une certaine taille ou tasser les exemples. Ça devient difficile, ouais. Surtout que les joueurs sont de plus en plus vieux. En plus. Je parle en conséquence de cause. Hein. Juste un truc par rapport à l'édition, par rapport au picto. Faut savoir aussi, c'est qu'en termes là, c'est édito pur. Ça correspond plus à des public plus joueur, c'est-à-dire la compréhension d'un picto pour du 6+, là je parle de catégorie de jeu, c'est-à-dire familial, grande famille, c'est compliqué. En fait, on se rend compte que même si ça pourrait être facilement iconifiable ou autre, en fait, sur du grand public, ça passe pas.
Ils sont pas rodés à ça, en fait. Et donc là, il faut repasser par du texte. Ça passe beaucoup mieux. Donc c'est toujours après la problématique entre l'édition et la traduction et la compréhension, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une question, c'est un peu qui tout double. C'est soit vous avez des infos ou pas dessus. Pour les langues étrangères, moi je travaille sur la langue des signes française. Est-ce que de ce côté-là, il y a des projets? En ce moment, on a les vidéos-règles qui se font pour expliquer ça en langue des signes. Il y a aussi toute la culture aussi qui est différente, qui est une question qui se pose. Est-ce qu'il y a des professionnalisations, des projets autres que les associations qui se font autour de la langue des signes? Est-ce qu'il y a un travail particulier qui se développe en ce moment par rapport à ça ou pas? Est-ce qu'il y a des demandes particulières, éditeurs Aucune idée, désolé. Alors moi, ce que je peux te dire, c'est plus par rapport à l'US, l'Union des éditeurs de jeux, il y a une grosse sensibilisation, mais plus par rapport au daltonisme, par rapport à tout ce qui est colorblind, qu'on ne voyait pas avant. Les éditeurs ont toujours fait un peu attention à ça ou autre, mais là, il y a vraiment une volonté forte. Je n'ai pas entendu, même au niveau de l'US, ce genre de choses. Il y a même eu des efforts ici sur les conférences. On a fait quelques conférences en langue de signes, on a eu la cérémonie ici. Ça avance tout doucement, même si on a des précurseurs comme Guillaume qui travaille maintenant chez Lucky Duck, qui est un ancien signeur. Alors tu me diras comment on le dit parce que j'ai pas le terme, mais signant, c'est ça. Donc c'est un ancien signant et en fait il le fait de temps en temps. On a des gens qui portent la bonne parole, mais c'est pas suffisamment fort en tout cas pour le moment, à ce que je sache. D'autres questions? Une dernière pour la route, parce qu'il y a une autre conférence ici dans 25 minutes. Ce serait bien qu'on leur laisse la salle d'ici 5-10 minutes maximum. Bonjour, on parlait des masters tout à l'heure qui étaient en anglais. Est-ce que c'est valable aussi pour les jeux créés en France? Les masters sont d'office en anglais aussi? Ça va dépendre. Par exemple, généralement, pour les studios Asmodée, par exemple, ils vont avoir plus ou moins deux masters, un master en français et un master en anglais. Ils produisent leur master dans deux langues. Mais après, le master qui est transmis aux partenaires, c'est très très souvent, 99% des cas, des masters en anglais. Moi, ça m'est arrivé de passer du belge à l'anglais et de revenir au français. Donc, c'est avec les risques que ça comporte. Parce que tu peux avoir une règle rédigée par un auteur qui n'est pas forcément, c'est pas forcément la meilleure personne pour rédiger une règle, ça peut paraître paradoxal, mais l'auteur, il y a plein de choses dans sa tête qu'il ne va pas écrire forcément, parce que c'est évident, et en fait on va le corriger, enfin le rédacteur va le corriger, mais donc là, dans ce cas de figure, la règle était écrite en français, mais français de Belgique, donc avec des expressions qu'on ne connaissait pas forcément, ça a été donc masterisé en anglais et repassé en français derrière. Donc c'est une règle qui aurait pu passer du belge au français et qui ne l'a pas fait. Elle est passée par l'anglais pour devenir française. Cette cascade a été réalisée par un professionnel. Ne faites pas ça chez vous. Juste un truc par rapport à ça, il y a même beaucoup d'auteurs, et nous on en fait partie dans notre société, à passer que par l'anglais en fait, même sur des règles avec des auteurs français pour des éditeurs français. Pourquoi? C'est un jeu, on va le faire à l'international quand on va le présenter, mais il y a aussi un autre intérêt. Et on a beaucoup Bruno Fiduti qui est un fervent partisan de ça, c'est qu'en plus l'anglais permet aussi d'avoir des précisions beaucoup plus claires sur certains éléments au moment de l'écriture de règles. Et si on va être sûr d'être compris, voilà. Bon, déjà, il faut maîtriser le français avant de faire une règle en anglais, mais voilà. Alors ça vient aussi de la langue elle-même. L'anglais a une tendance à la verbalisation beaucoup plus forte, alors que le français préfère la nominalisation. Donc, notre langue, elle est beaucoup plus adaptée à exprimer un concept, alors que l'anglais est plus adapté à exprimer une action. En tout cas, on arrive à avoir la même étendue et la même envergure d'expression, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que la facilité dans la langue, elle va plutôt à l'expression d'un concept ou à l'expression d'une action suivant les langues. Une dernière question pour la route, ou on vous laisse là? Ah bah tu peux. Prends le micro quand même. Merci. Juste pour le plaisir, est-ce qu'il y a une règle en particulier? Vous avez pris énormément de plaisir à traduire et sur laquelle vous avez été torturé, les deux. Ouais, moi c'est surtout la torturée qui m'intéresse en fait. Monter loin pour le plaisir ou monter loin pour la torturer?
mais ça demande de la réflexion parce que tu vois, choisir la bonne, c'est toujours compliqué. Une règle ou un jeu? L'exercice des traductions. Ou le texte était plutôt sympa à traduire, voilà. Moi, récemment, j'ai traduit un jeu qui s'appelle Wondrous Creatures, qui est en train de sortir, il me semble. Et autant la règle était intéressante à traduire, mais en fait, ce qui était très intéressant à faire, c'était localiser les noms des créatures, parce qu'il y a 126 créatures dans le jeu, et qui ont tous des jeux de mots en anglais. Il devait y en avoir en coréen, hein, c'était un jeu coréen. Donc, ils ont été adaptés en anglais, et moi, je les ai adaptés en français. Et c'était intéressant à faire parce que c'était un peu pour chaque animal, qui est un animal qui n'existe pas, hein, c'est des créatures légendaires, il fallait trouver quelque chose d'assez rigolo, d'assez transparent qui se rapportait à l'illustration. Et donc j'ai pu me faire plaisir là-dessus. Bon, c'est un exemple récent, j'ai d'autres missions qui étaient intéressantes aussi, mais le plus récent c'était celui-là et j'ai trouvé ça chouette à faire. Moi je vais te citer un jeu dont j'ai pas du tout aimé traduire les règles, mais dont j'ai adoré traduire l'intégralité de l'expérience, et c'était Enquête à Los Angeles. Parce que vraiment, écrire du polar avec des personnages hauts en couleur, c'était vraiment super drôle. Par contre, les règles étaient un peu mastoc. Et moi, j'ai pas aimé traduire les règles des jeux Play at Games à une époque, Histoire de Peluche, Aftermath, tout ça, parce que c'est très compliqué, c'est pas dans l'ordre, il manque des infos, et même si on pose des questions, ils répondent pas toujours. Mais à l'inverse, tout ce qui était le livre d'aventure, etc., ça c'est top. Très narratif, très enfantin, très chouette, mais les règles, c'est une purge. Comment terminer sur une bonne note ? On va vous laisser là. Merci à tous. En tout cas, merci aux intervenants pour leur présence. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Et à tout bientôt. Merci, bonne fin de salon.